On oppose souvent science et religion et on prend souvent Galilée comme le symbole de celui qui défend la science contre la religion. Et je pense que c'est très 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 faux de dire cela. S'il faut opposer Galilée à quelqu'un ou quelque chose, je pense que ce n'est pas du tout à la religion, mais à Aristote. En fait, je pense qu'on peut dire que Galilée est celui qui a tué Aristote. Enfin, pas tué au sens tué pour de vrai, hein, puisque de toute façon Aristote est mort 2000 ans avant Galilée. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En fait, Galilée, quand il était jeune, il voulait devenir prêtre. Puis finalement, il s'est dirigé vers des études de médecine à l'université de Pise, qu'il n'a pas trop aimé, notamment parce qu'il avait l'impression que les jésuites, c'est-à-dire un ordre religieux qui était à Rome, qui était catholique, les jésuites contrôlaient totalement le contenu des cours et Galilée n'était pas content avec ce contenu des cours. Du coup, il a arrêté ses études de médecine et il a fait plutôt des études en dessin et en mathématiques. Le dessin lui sera d'ailleurs très utile quand il fera de l'astronomie, puisque bon, tout ce qu'il voyait c'était à travers une lunette, il n'avait pas d'appareil photo pour prendre des images. Du coup, il devait dessiner à chaque fois, et heureusement qu'il dessinait bien, sinon il aurait été incapable de dire, de parfaitement représenter ce qu'il a vu. Mais bien sûr, ce qui aura le plus d'importance, ce seront plutôt ses études en mathématiques, puisque le génie de Galilée fut de mathématiser sa compréhension du monde autour de lui. Et puis, bien sûr, il y a cette fameuse citation où il dit que les lois de la nature sont écrites en langage mathématique. Un exemple précoce de cette mathématisation du monde autour de lui, donc selon la légende, il était dans une église quand il a vu un chandelier osciller, se balancer comme ça. Et là, il s'est mis à mesurer la période d'oscillation, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que le chandelier fasse un aller-retour. Il l'a mesuré, donc selon l'anecdote, avec un pouls, parce que bon il n'y avait pas de sablier sous la main, ou je sais pas, mais en tout cas il a mesuré ça avec son pouls, et puis il a fait une découverte assez, vraiment folle, quoi, vraiment remarquable, savoir le fait que la période d'oscillation d'un chandelier ne dépend pas de la forme du chandelier. En fait, vous pouvez remplacer le chandelier par une pomme ou par un pendule ou ce que vous voulez. Ça ne dépend pas non plus des matériaux, ça ne dépend pas non plus de la hauteur d'oscillation. Bon, ça c'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est quasiment vrai. Et en utilisant les mathématiques, Galilée va même découvrir que cette période d'oscillation est proportionnelle au carré de la longueur du fil qu'on a utilisé. Et ça c'est vraiment remarquable. C'est quand même au cœur de tous nos instruments de mesure qui seront utilisés pour les siècles qui vont suivre. C'est monstrueux, quoi. Mais ceci dit, je pense pas qu'on puisse dire que Galilée est un grand mathématicien. En fait, je ne connais pas de théorème au nom de Galilée. C'est quand même une ligne qui manque à son CV pour que je puisse considérer que Galilée est un génie parfait. Il lui manque quand même un théorème mathématique. Et je pense qu'il est super important de comprendre un peu ce background, notamment cette approche très mathématique de Galilée, de la physique, de la compréhension du monde autour de lui, pour voir pourquoi il a clashé avec notamment les jésuites, qui eux se reposaient plutôt sur la lecture de textes anciens, notamment ceux d'Aristote. Et du coup, on peut vraiment dire que le conflit dans lequel s'engage petit à petit Galilée est un conflit ouvert contre Aristote. Et pour le coup, c'est vraiment contre Aristote et pas contre l'Église, puisque Galilée est catholique, il va rester catholique toute sa vie, il va même envoyer ses filles au couvent. Bon, il faut dire que Galilée avait 2 filles et un fils qui étaient tous illégitimes, mais bon, à l'époque, ce n'était pas si pas catholique, puisque même certains papes avaient des fils illégitimes. D'ailleurs, Galilée est très pote avec le futur pape de l'époque, et ça va devenir important pour la suite de l'histoire. Alors si Galilée est devenu petit à petit très anti-aristotélicien, c'est entre autres à cause de son invention du télescope. Donc ça c'est vraiment l'invention géniale de Galilée. Donc il a inventé une lunette qu'on appelle parfois la lunette de Galilée. Et avec cette invention de lunette, il va se faire des couilles en or et une réputation énorme, puisqu'il va revendre ça aux militaires qui vont profiter de cet appareil pour surveiller l'horizon et mieux voir les ennemis qui approchent, mieux les compter et tout ça. Mais bien sûr, de façon encore plus importante, Galilée va utiliser cette lunette pour observer le cosmos, et en particulier à faire plein de découvertes qu'il va être le premier à faire. Notamment, il va voir des taches sombres sur la Lune. Il va voir que la Lune est en fait pas parfaite, comme Aristote l'avait dit.
mais la Lune est en fait faite de montagnes et de creux, de vallées. Il va même mesurer, enfin, estimer la taille de ces montagnes. Et ça, surtout, ça va semer le doute sur tout ce que dit Aristote, du coup, puisque si ce que Aristote dit sur la Lune est faux, bah, qu'est-ce qu'il a dit de vrai? On peut douter de tout à partir de ce moment-là. Avec cette lunette, il va aussi observer Jupiter et va voir que Jupiter a des lunes, comme on a déjà parlé dans l'épisode précédent. Et il va voir que Saturne a des oreilles. Bon, bien sûr, c'est pas les oreilles de Saturne qu'il va voir, mais c'est son anneau, bien sûr, avec la résolution qu'il avait à l'époque. Il a du mal à bien voir ses anneaux. Il va aussi voir des taches solaires sur le Soleil. Donc il donne l'impression que le Soleil est un truc qui bouge beaucoup, qui est loin d'être encore une fois parfait. Et puis il va aussi observer Vénus et voir que les ombres qui se forment sur Vénus, c'est ce qui va l'amener à conclure que Vénus doit parfois être plus loin que le Soleil de la Terre et parfois plus près. Et ça, c'est pas très consistant avec le modèle géocentrique. Et donc, ce que je pense important à retirer de tout ça, c'est que Galilée va faire des découvertes en observant des choses qui n'ont jamais été observées avant, qui remettent pas mal en doute Aristote. Et ça va l'amener à aller plus loin et à contredire plus fondamentalement Aristote sur des lois physiques. Bien sûr, il y a la loi de la chute des corps, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Galilée va faire des expériences qui semblent indiquer que la loi d'Aristote n'est pas si bonne que ça. Et puis surtout, il va faire une expérience de pensée qui va prouver une fois et pour toutes que ce que dit Aristote ne peut pas être vrai et donc est forcément faux. Et là, il a prouvé mathématiquement, à la limite ça pourrait être son théorème mathématique, que la loi d'Aristote est inconsistante et donc forcément fausse. Autre chose qu'il va faire, qui va aller vraiment à l'encontre de la physique aristotélicienne, c'est qu'il va postuler le principe de relativité, qui dit que le mouvement est comme rien, dont on a déjà parlé aussi dans un épisode précédent. En particulier, si vous jetez un ballon du haut d'un mât, le ballon va tomber au pied du mât. Et en particulier, s'il va rester sur le bateau, il va rester au même endroit, même si le bateau avance. Et en particulier, il ne va pas rester immobile, ou il ne va pas chercher à être immobile, contrairement à ce que dit la loi d'Aristote, qui dit que les objets cherchent à être dans un état naturel, et l'état naturel est l'état de repos le plus proche possible du centre de la Terre. Et ce que je trouve vraiment amusant dans ces raisonnements, c'est que Galilée va en fait utiliser un raisonnement très platonicien, c'est-à-dire qu'il va imaginer dans chaque fois des idées mathématiques ou des principes physiques qui sont vachement élégants, vachement beaux, vachement séduisants mathématiquement notamment, vachement mathématisables notamment, mais qui vont pas mal à l'encontre des observations. Si vous faites l'expérience de la chute des corps de très très haut, si vous jetez deux objets du haut de la tour de Pise, vous allez voir que la loi de la chute des corps de Galilée n'est pas satisfaite. Si vous laissez vraiment tomber la balle du haut d'un bateau qui va vraiment très vite, vous allez voir qu'il ne va pas tomber exactement au pied du mât à cause du vent. Si vous vous enfermez dans la cale d'un bateau qui avance à vitesse constante, vous allez sans doute savoir que le bateau avance parce qu'il tangue un petit peu. Et du coup, en fait, tous ces principes galiléens, ils ne sont pas vérifiables par expérience. Ils sont souvent faux, en fait, en pratique. Mais dans le monde parfait des idées, de la physique mathématique, comme on l'appellera aujourd'hui, ou de la physique théorique, eh ben, ils sont vrais. Et le pari assez fou de Galilée, c'est de supposer que pour comprendre le monde, la meilleure façon de comprendre le monde, c'est d'abstraire plein de choses de la réalité, les frottements de l'air, le fait que le bateau tangue et tout ça, et de raisonner sur un modèle idéalisé de tout ça, un modèle platonicien, dont on suppose qu'il est vrai, même s'il n'a en fait aucun pendant dans la réalité, parce qu'il y a toujours ces frottements de l'air, ou vous pouvez toujours des imperfections en réalité. Mais bizarrement, ce monde idéalisé, et ça c'est vraiment le pari fou de Galilée, ce monde idéalisé, théorique, tout ça, il va nous permettre de bien mieux comprendre la réalité que si on avait cherché à toujours rester dans le monde de la réalité. C'est un peu vraiment le pari fou de Galilée, et c'est un pari extrêmement platonicien, puisque le monde des idées, tout ça c'est très platonicien. Et le plus marrant bien sûr dans cette histoire, c'est que Platon était le maître d'Aristote, du coup il utilise le maître d'Aristote pour réfuter Aristote, ce qui est assez marrant. Et en particulier, ce que j'aimerais tirer de tout ça, c'est que Galilée n'est absolument pas le père de la méthode scientifique telle qu'on l'enseigne aujourd'hui. Alors, je n'ai pas envie de minimiser ses contributions. En fait, il a fait un truc génial aussi d'un point de vue expérimental. Il a un peu créé l'expérience scientifique. L'idée de l'expérience scientifique, c'est justement d'abstraire plein de choses pour contrôler au maximum ce que l'on fait et essayer d'enlever
ce qu'on pourrait appeler des facteurs de confusion, ou par exemple des frottements de l'air ou des choses comme ça qui viennent perturber l'analyse idéalisée qu'on veut faire. Donc oui, je pense qu'on peut dire que Galilée est le père de l'expérience scientifique, mais par contre la méthode scientifique, ça, pas vraiment, en tout cas pas telle qu'elle a enseigné. Notamment l'exemple de ça, c'est l'exemple des marées. Parce que Galilée, pour prouver l'héliocentrisme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé d'expliquer les marées à l'aide du mouvement de rotation de la Terre sur lui-même et autour du Soleil. Donc ça lui a fait toute une théorie, et le problème de cette théorie, c'est qu'elle prédisait qu'il n'y avait qu'une seule marée par jour. Ce qui la fout mal, puisque les marins de l'époque avaient bien vu qu'il y avait 2 marées par jour. Du coup, c'est une théorie qui est contredite par l'observation. Du coup, on devrait la rejeter, mais Galilée ne la rejette pas. Il dit que c'est l'argument qui prouve l'héliocentrisme. C'est assez amusant. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler la méthode scientifique. Mais j'ai envie de dire que c'est pas si étrange que ça. En tout cas, je pense il n'y a pas tant de raison de l'accabler pour ça. Bon, j'ai pas lu le truc, donc je sais pas à quel point on peut vraiment l'accabler pour ça, mais finalement, c'est pas si différent de toutes les réflexions qu'il a faites par rapport au principe de relativité et à la loi de la chute des corps. Galilée est souvent allé à l'encontre des observations parce qu'il a souvent considéré que dans la réalité, il y avait des éléments de réalité qui venaient perturber le monde idéalisé des idées et des théories qu'il développait. En revanche, considérer que ceci est l'argument conclusif pour prouver l'héliocentrisme, encore une fois, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vraiment juger, mais il me semble que c'est quand même un peu prétentieux de sa part. Et en fait, une marque de fabrique de Galilée, dont on entend des experts parler, ça ne vient pas de moi bien sûr, c'est l'arrogance de Galilée. Galilée était en fait quelqu'un d'extrêmement arrogant. Et il avait de bonnes raisons d'être arrogant, en tout cas son historique explique son arrogance, puisqu'il a prouvé maintes et maintes fois que Aristote, le plus grand penseur de tous les temps selon tout le monde à cette époque, il avait prouvé maintes et maintes fois qu'Aristote s'était forcément trompé. Notamment parce que ses théories étaient inconsistantes, pire que fausses. Pour vous montrer l'arrogance de Galilée, donc il y avait des débats sur les comètes à l'époque, des explications sur les comètes, et il y avait des explications qui n'étaient pas très bonnes. Galilée a écrit un bouquin pour critiquer ces explications des comètes. Il a proposé des explications qui n'étaient pas bonnes. Mais surtout, il a lancé des attaques gratuites dans ce bouquin. Il s'est moqué de gens qui n'avaient jamais rien dit sur les comètes. Mais surtout, et là on va en venir vraiment à sa condamnation par l'Inquisition, mais surtout, donc il avait demandé l'autorisation de son pote, qui était devenu pape à ce moment-là, l'autorisation d'écrire un bouquin sur le débat entre l'héliocentrisme et le géocentrisme. Et le pape lui avait bien dit ok, mais il dit bien que l'héliocentrisme c'est juste une théorie, puis fais gaffe, pèse bien le pour et le contre, sois assez neutre dans ton approche. Des recommandations extrêmement sensées, des trucs scientifiques pour le coup. Mais Galilée va pas faire ça, il va prendre totalement parti dans ce bouquin, notamment la dernière partie sur les marées qui en plus n'est pas vraiment vraie. Mais pire que ça, dans ce bouquin où il va défendre à fond l'héliocentrisme, il va faire un dialogue, il va imaginer un dialogue entre 2 personnes, l'une qui va être quelqu'un qui défend l'héliocentrisme et qui sera du coup plus ou moins Galilée ou Copernic, et puis un autre qu'il appelle Simplicio, qui va être idiot, naïf et tout ça, et qui va représenter les idées de l'Église et qui va sembler surtout incarner le pape. Et là, ça la fout très très mal. Ça donne vraiment l'impression qu'il se paye la gueule du pape dans un bouquin public. Et du coup, il va prendre cher. Du coup, ça va devenir une bataille d'ego. Parce que du coup, il va aussi se moquer ouvertement de tous ceux qui ont des pensées aristotéliciennes, c'est-à-dire tout le monde, quoi. Et du coup, c'est pas si surprenant que l'Inquisition ait été assez dure avec lui. Ceci dit, l'Inquisition a des arguments, mais merveilleux. Quand on lit les arguments de l'Inquisition utilise l'argument de la parallaxe stellaire. Le fait que ce que dit Galilée ne peut être mis qu'au rang de théorie et pas au rang de fait, contrairement à ce que Galilée sous-entend dans ce bouquin. Tout ça, c'est vraiment pertinent, c'est vraiment très très pertinent ce que dit l'Inquisition à ce moment-là. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer que Galilée n'était absolument pas dans une guerre contre l'Église, mais plutôt dans des guerres d'ego, Et en gros, il a énervé plein de gens, et puis ces gens-là avaient beaucoup de pouvoir, du coup il a pris cher. Ça paraît assez normal, et tout s'explique
parle des guerres d'ego et des relations humaines. Et j'ai envie d'extrapoler tout ça au monde d'aujourd'hui. Donc bon, on peut en débattre, hein, tout ce que je vais dire ici, c'est pas du tout gravé dans le marbre, pas du tout... c'est une opinion personnelle sur le moment, et ça peut être largement remis en cause. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le débat, les problèmes de société qu'on a n'ont rien à voir avec les religions. Mais comme la religion, ça attire l'attention des gens, hein, si je dis le mot musulman, là tout le monde va commencer à se dire « Mais qu'est-ce que je vais dire ensuite sur les musulmans ?» C'est tentant d'utiliser ce genre de notions pour expliquer des événements d'aujourd'hui, alors que très souvent, ça n'a pas lieu, il n'y a pas de lien, quoi. De la même manière, c'est tentant d'utiliser la religion pour expliquer ce qui est arrivé à Galilée, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu, quoi. Ce qui est arrivé à Galilée, c'est juste une histoire d'ego. C'est juste que Galilée avait un melon énorme et qu'il a osé ridiculiser en public tout un tas de personnes très importantes. Et du coup, il en a pris plein la gueule pour ça. Pas parce qu'il était anti-religieux. D'ailleurs, il n'était pas anti-religieux. Il était catholique.